Bonsoir et bienvenue à tous, les titres du journal. Le Bénin s'est engagé à lutter contre la tuberculose, un centre créé à cet effet pour une prise en charge des patients et leur réinsertion socio-professionnelle. Nous ferons un zoom sur ce centre dans ce journal. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prévenir et comment sécuriser les données informatiques? On en parle. Les mannequins ne sont pas encore estimés à leur juste valeur et pourtant ils sont un maillon important dans la promotion des produits de la mode. John Meda Sedoku nous dira pourquoi dans un instant. La tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte les poumons. Le Bénin s'est engagé à lutter contre cette maladie depuis plusieurs années à travers le programme national de lutte contre la tuberculose. Un centre de réinsertion socio-professionnelle a été mis en place afin de favoriser une prise en charge plus globale des patients, mais aussi et surtout leur réinsertion socio-professionnelle. Le centre Martin Ninafon en est un exemple. Il est une structure publique qui s'investit dans la lutte contre la tuberculose. Quelles sont les activités que ce centre propose à ces patients atteints de la tuberculose? La réponse dans ce reportage de Sabirat Aou. Christian n'est pas un maraîcher de profession, mais ici, il est en pleine rémission pour atténuer les symptômes de la maladie dont il souffre. Atteint de la tuberculose, Christian est admis au centre Lazaret de Cotonou pour y suivre les traitements. Les matins, quand nous venons, on nous parle du développement personnel. Comment oublier ses soucis, comment avoir la confiance en soi, l'estime de soi. Et après ça, il y a les nutritionnistes qui nous parlent de comment bien manger. Il y a la sérigraphie, et le maraîchage, il y a le tissage. Moi, je fais l'artisanat et le maraîchage hors sol. Je suis content parce qu'avant, j'étais souffrant sur mon lit et je pensais que je n'avais personne. Mais actuellement, maintenant, je vois qu'il y a de l'espoir. C'est avec cette lueur d'espoir que Christian et les autres patients bénéficient d'une prise en charge extramédicale de la tuberculose. Le centre Lazaret de Cotonou a aussi pour vocation de favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes souffrant de cette maladie. On soigne la maladie, mais on soigne également ce qui a pu produire la maladie. Nous avons observé que la plupart des patients, ils ont d'énormes problèmes. Ils sont déprimés, ils sont stressés par la maladie, ils sont stigmatisés par la maladie. Et donc ça constitue un poids psychologique également important. Et donc dans ce centre-là, on leur apporte un appui psychosocial. Pour renforcer cet appui psychosocial des patients, le programme national de lutte contre la tuberculose se dote de cette unité pour une prise en charge plus globale. Le premier volet, c'est l'appui psychologique pour réarmer moralement ces patients-là. Deuxième niveau, l'éducation nutritionnelle. On va leur apprendre à manger. Troisième niveau maintenant, on va faire chez eux ce qu'on appelle un diagnostic de compétences pour voir qu'est-ce qu'ils savent faire. Ces patients tuberculeux peuvent faire de la décoration, du tissage, de la sérigraphie, du maraîchage et bien d'autres activités génératrices de revenus. Après des mois de formation à l'espace Martin Ninafon, toute personne atteinte de la tuberculose peut retrouver sa santé et réussir pleinement son insertion dans la vie active. Et je l'annonçais dans les titres, le piratage est devenu un véritable problème, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures devient donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Mais comment procéder? La réponse dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher
la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Parlons à présent du mannequinat. C'est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté en Afrique et surtout au Bénin. Le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur à cause des préjugés jaunes. Méda Sedokou nous en parle. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au Pini, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a trois rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. C'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble.
Mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Hors du Bénin, en Centrafrique, dans le nord du pays, plus de 80% des espèces animales ont disparu depuis les années 60. Elles ont été victimes du braconnage intensif, favorisé par la porosité des frontières avec le Tchad et le Soudan et les infiltrations de groupes rebelles. Quelques 150 hommes des éco-gardes sous-armés tentent d'y mettre un terme. Reportage. À perte de vue, une zone naturelle grande comme 4 fois la Belgique, en péril dans le nord de la République centrafricaine. Une poignée d'hommes à la lourde tâche de tout surveiller. Voilà, vérification de tous les matériels, les gars. Alain Camille dirige une unité de 25 éco-gardes de l'organisation américaine Wildlife Conservation Society. Ce matin, il mène une patrouille sur la rivière Bamingi, longue de 200 km. Ces berges sont prisées par les braconniers dans ce parc aux confins du Tchad et du Soudan. On ne laisse aucune chance aux braconniers maintenant sur la rivière Bangoron. Si on trouve le campement aux braconniers sur la rivière, on les arrête et on brûle les campements. Il faut que les poissons reviennent, les hippopotames, les caïmans. Ici, plus de 80% des animaux ont disparu depuis les années 60. Un massacre de masse dont a été témoin Alain Camille depuis tout jeune. Lui, le fils de l'un des premiers conservateurs de cette réserve, mène désormais le combat d'une vie pour la protection des espèces. Dans les années 90, 92, quand j'étais encore enfant, il y avait des hippopotames, il y a des girafes, beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail. Là, on n'est même pas arrivé au milieu. Un travail titanesque pour cette organisation à laquelle l'État centrafricain a confié la gestion des aires du Nord-Est depuis 2018. Il y a beaucoup de braconnages locaux et il y a aussi des braconnages étrangers qui font ça aux armes automatiques. Nous ne verrons ni braconniers ni animaux ce jour-là. Mais le chef de la zone tient à nous montrer des traces fraîches comme preuve de l'existence des mammifères. J'ai vu même des traces de bongos, des guibes harnassés, des potamochères, même des phacochères. Également, il y a des menaces de babouins. Chaque trace est répertoriée à l'aide d'un équipement GPS comme celui-ci. 120 km plus loin, la salle de contrôle de la base principale reçoit les informations en temps réel. Sur cet écran, 150 points représentant chaque homme en mission. Mario Verken les surveille 24 heures sur 24. On a des points de mise en place, l'itinéraire et le point de récupération de l'équipe. Girafes, hippopotames, élan de derby. Selon l'organisation américaine, ces opérations ont déjà permis le retour d'espèces dans le parc, comme on le voit sur ces images de caméras pièges fournies par les gardes. 300 km plus loin, dans cette partie de la réserve très peuplée il y a encore 40 ans, une base en ruine. L'ancien quartier général des Rangers, symbole d'une Centrafrique instable. Donatien était présent lorsqu'en 2012, la rébellion Séléka s'est emparée de la RCA, pillant et détruisant jusqu'au projet de conservation, dont cette base qui sera bientôt réhabilitée. Un paradis perdu que ces Rangers tentent de recréer. La Wildlife Conservation Society, en charge de la protection de ce site classé au patrimoine mondial en danger par l'UNESCO, a mandat de 25 ans pour y parvenir. Voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.